Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence sur le sujet des polices de caractère. Je suis très heureux de présenter ce sujet un petit peu atypique, mais du coup on va commencer par se mettre un petit peu d'accord sur de la terminologie. Alors c'est quoi une police de caractère? C'est un ensemble de glyphes de même style, corps et graisse. Donc là normalement, ok, c'est quoi un glyphe? C'est un petit symbole dessiné qui représente une lettre, une ponctuation ou autre, donc c'est quand même assez flou. Euh, mais là, du coup, je vous ai mis un exemple de glyphe du calendrier Maya. Donc ça va être plutôt un dessin, un caractère, un peu ce qu'on veut au final. Dans le monde numérique, ça se retranscrit par deux principaux formats de fichiers. Le TrueType, qui est le format historique, qui a été développé il y a un paquet d'années maintenant par Apple. Et l'OpenType, qui est plus récent, qui est une extension de TrueType et qui a été développé par Adobe et Microsoft en collaboration. Donc ces fichiers, du coup, regroupent principalement des formes vectorielles, mais pas que. Et dans le monde du web, il y a encore un autre format, le WOF, qui va rajouter en fait de la compression pour optimiser les échanges sur le réseau. Et évidemment, il est compatible avec les deux principaux formats. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Johan Rouve, je suis développeur chez Comet Meetings. Et chez Comet Meetings, on est spécialiste des moments de collaboration. Donc, si vous avez besoin de faire une réunion ou un séminaire, n'hésitez pas à venir chez nous. On a des espaces vraiment immersifs et chaque espace a sa propre thématique, ce qui est super sympa. Si vous venez, je suis convaincu que vous voudrez revenir. Et du coup, côté tech, on est une petite équipe et on adore la collaboration et on fait du mob programming au quotidien. Et on recherche des candidats, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous parler. Alors on va rentrer un peu dans le dur. Un fichier, il y a quoi dedans? Un fichier de fonte, il y a quoi dedans? On va regarder très rapidement un fichier donc Arial, qui est la fonte un peu basique. Donc on voit qu'il y a plein de tables, une vingtaine de tables. Et en fait, c'est comme ça qu'est construit une police. Donc chaque table va porter des informations assez spécifiques. On va avoir par exemple une table name pour tout ce qui est d'infos autour du nom, des styles, le nom du designer, du copyright. On va aussi avoir, à mon sens, la plus importante, la table glyph, qui va représenter du coup tous les symboles. Et aussi une table de mapping, parce que la table glyph, en fait, nos glyphes, on va pouvoir les nommer comme on a envie, et aussi les ordonner dans le sens qu'on a envie. Donc là, on va pouvoir mapper les codes ASCII pour dire, du coup, le code ASCII de la lettre A, c'est tel glyphe. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, parce que déjà, je ne les connais pas tous. Mais il y en a une cinquantaine dans la spec OpenType. Pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel, un glyphe, c'est construit comme ça. C'est un ensemble de points. Donc, il y a deux types de points. On a les points ici en vert qui sont carrés, qui sont vraiment des points de passage de notre dessin, et des points ronds qui vont nous permettre de créer des courbes en manipulant un petit peu des tangentes. Lorsqu'on crée du coup des glyphes, il faut savoir qu'on a la possibilité de faire de la composition. Quand on est développeur, la composition c'est quelque chose qu'on adore. Ça nous permet du coup de réutiliser des choses existantes pour en créer des nouvelles. Et dans les fontes c'est pareil. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'avoir une meilleure maintenabilité et une meilleure homogénéité. Dans mes recherches, du coup, je suis tombé sur une fonte qui est un vrai cas d'école pour tout ce qui est composition. Donc c'est cette fonte-là, la fonte 64. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un encadré en haut à droite qui me permet de donner les sources des différents exemples que je vais vous apporter. Donc cette fonte pousse la composition à l'extrême,
parce qu'elle exporte un peu plus de 450 glyphes différents, mais la plupart sont des glyphes composés. En glyphes simples, elle n'en a que 8. Alors comment c'est possible? Là, si on imagine du coup 4 glyphes simples, qui sont des traits d'une largeur croissante, à partir de ces 4 traits, on va pouvoir créer le symbole A. On va aussi pouvoir créer un accent circonflexe. Et donc là, du coup, ces deux composants qui sont du coup de la composition, on va pouvoir faire de la composition de composition avec un A avec un accent circonflexe. Donc là, on est plutôt dans la création de la fonte, mais nous, on va peut-être plutôt s'intéresser à quelles sont les fonctionnalités qu'on peut, nous, activer ou désactiver à l'utilisation. Alors le plus connu, c'est la ligature. La ligature, c'est le fait de substituer un enchaînement de caractères par un nouveau. Dans le monde du développement, ça fait déjà plusieurs années qu'on rencontre les ligatures, principalement dans les éditeurs de code, mais aussi dans des petits snippets de code qui sont partagés à droite à gauche. Et donc là, si j'active la ligature, et ben du coup, j'ai un nouveau glyphe. La ligature, ça permet d'avoir une meilleure lisibilité et du coup un confort d'utilisation. Donc là, le symbole supérieur ou égal est quand même vachement plus agréable à lire que si c'est deux caractères distincts. Donc, il faut savoir que les ligatures, il y en a de plusieurs types. Là, dans ce cas-là, c'est une ligature contextuelle, mais on a aussi deux types de ligatures. Il y a les ligatures standards. Les valeurs des ligatures standards, j'ai pas trouvé vraiment de liste exhaustive, mais c'est à peu près cela. Et du coup, si on veut activer ou désactiver des ligatures dans nos interfaces, donc là je prends des exemples en CSS, mais il faut savoir que les fonctionnalités en général, on peut aussi les activer dans des logiciels par exemple de design. Mais donc en CSS, les ligatures standards sont activées par défaut. Et si vous voulez les désactiver, il va falloir utiliser la propriété CSS font variant ligatures avec du coup la valeur common ligatures ou no common ligatures. C'est exactement pareil pour ce qui est des ligatures contextuelles. C'est actif par défaut. Et encore une fois, c'est la même propriété CSS, mais avec la valeur contextuelle ou no contextuelle. Alors je vous ai dit, il y a plusieurs types de ligatures. Il y a aussi des ligatures spécifiques. Donc là, ça va être quelque chose de complètement customisable. Et on a de la chance, c'est que le logo d'Evox se prête très très bien à ça, avec le double X. Et en fait, ce n'est pas une image. Là, on est vraiment sur une interface web. Et du coup, j'ai créé une ligature du logo d'Evox. Et on va regarder ensemble comment on peut faire ça. Donc là, je vais rentrer dans l'application Glyph, qui est un éditeur de fonte sous Mac. Et cet éditeur, il a certaines conventions. Si on veut créer du coup une ligature spécifique, on va pouvoir utiliser le A, le underscore et le B pour faire une ligature de A et B. Et si on veut spécifier que ça va être une ligature standard, on va rajouter le suffixe .liga. Donc là, comme je vous disais, j'ai déjà créé une ligature pour le logo d'Evox, mais j'avais créé une ligature de type standard. Donc on va la supprimer et on va en recréer une ensemble pour vous montrer qu'au final, c'est accessible à tous. Donc là, je vais juste, au niveau des fonctions, maintenant le caractère n'existe plus, donc juste je clean. Hop. Et je rajoute du coup mon nouveau glyphe avec la convention qu'on a vue. Donc je crée une ligature entre le X majuscule et le X majuscule. Par défaut, cette application-là me fait de la composition. Donc moi, je ne veux pas de composition, je veux juste des formes simples pour pouvoir les éditer. J'ai juste besoin de superposer les deux X. Et là, au final, j'ai un nouveau glyphe
que je vais pouvoir exporter. Voilà, là je l'ai exporté. Si je recharge mon interface, on peut voir que j'ai perdu ma ligature. J'ai perdu ma ligature parce que, contrairement aux 2 ligatures qu'on a vues précédemment, les ligatures spécifiques ne sont pas activées par défaut. Et donc là, toujours avec la même propriété CSS, avec la valeur discretionary ligatures, je vais pouvoir la réactiver. Et si je recharge du coup mon interface, ma ligature est revenue. Alors, les caractères alternatifs, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment. Et ça m'aurait été plutôt utile il y a quelques mois. Parce qu'il y a quelques mois, chez Comet Meetings, on était à la recherche d'une nouvelle police pour un projet, pour notre design system. Et en fait, on avait fait une petite sélection de polices qui nous plaisaient. Et il y en avait une qui nous plaisait vraiment pas mal. Sauf qu'il y avait un caractère de mémoire, le G, qu'on n'aimait pas du tout. Et du coup, en fait, on l'a juste enlevé de la liste, alors que potentiellement, il y a des solutions pour contourner ça. Alors la première solution, ce sont les variantes stylistiques. Potentiellement, une fonte peut avoir un ensemble de caractères avec une variante. Donc là, la fonte Montserrat a tout un jeu de caractères arrondis qui est inclus directement dans la police. Donc du coup, on va pouvoir l'activer ou le désactiver avec notre CSS, avec la fonctionnalité Font Feature Settings. Un autre type de variante sont les ensembles stylistiques. Donc dans la spec, on peut avoir jusqu'à 20 ensembles stylistiques différents. Et là, si on prend la fonte Arizona, qui est la fonte que j'ai utilisée du coup pour la globalité de la présentation, on va pouvoir avoir vraiment plus de finesse sur ce qu'on veut activer ou non. Et là, on peut voir que moi, dans ma présentation, j'ai activé l'ensemble stylistique numéro 1 parce que je préfère le style de ce A-là. Ça, c'est vachement sympa. Par contre, la problématique, c'est que c'est un peu dur à détecter de savoir si votre fonte apporte ou pas du coup, ces fonctionnalités. Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle pour ça. Le plus simple, ce serait de prendre votre fonte que vous utilisez et de la mettre dans un site comme fontdrop.info. Et du coup, à partir de ça, vous pourrez voir si elle porte ces features d'ensemble stylistique ou pas. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur plusieurs articles où les personnes étaient à la recherche du symbole esperluette le plus joli possible pour leurs interfaces. Donc le symbole esperluette, c'est le « et » commercial. Et je trouvais l'idée un peu folle, et du coup je me suis dit, nous, pourquoi on ne créerait pas le nôtre? Et donc je vais vous montrer en fait que c'est à la portée de tout le monde. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit celui de votre fonte ne vous plaît pas, mais vous avez un symbole qui vous plaît d'une autre fonte. Et donc du coup, en CSS, on peut très bien du coup déclarer une famille avec le nom qu'on veut et du coup le fichier de fonte de base. Et ensuite, on peut venir pour la même famille déclarer du coup une autre fonte. Avec l'attribut Unicode Range, on va pouvoir cibler le caractère qu'on veut prendre dans cette fonte, le ou les caractères. Et du coup, là, par magie, on a juste le « et » commercial qui sera extrait de la deuxième fonte. Donc ça, c'est sympa, mais peut-être qu'on veut juste créer quelque chose de toute pièce. Et ça, c'est possible à partir d'une forme vectorielle. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration avec l'outil Figma. Donc là, je suis complètement sur du texte libre. Donc on va prendre du coup un « et » commercial. Je vais vous montrer comment on passe de ce texte à une forme vectorielle qu'on va pouvoir modifier et ensuite créer un caractère de fonte.
Donc là, dans Figma, je peux faire Outline Stroke. Du coup, maintenant, j'ai vraiment un dessin vectoriel que je vais pouvoir modifier comme j'en ai envie. Bon, on va pas le faire là ensemble. Je vous en ai préparé un. Hop. Donc, je copie en format vectoriel. Je vais l'exporter ici. Et je vais pouvoir ensuite, dans l'application Glyph, l'importer. Donc, je crée un nouveau glyphe, le e-commercial. Je viens importer les contours du coup avec le SVG. Hop. On va juste les réduire un petit peu. Nickel. Et du coup, j'ai juste à l'exporter. Du côté de mon CSS, je vais recommenter ce petit morceau-là. Et je vais prendre du coup mon nouveau fichier qui vient tout juste d'être créé. Donc là, on peut voir qu'en fait, en quelques secondes, on a un glyphe complètement custom. Alors c'est sympa, là on commence vraiment à pouvoir s'approprier un petit peu le style de certains caractères, mais il faut savoir qu'on peut aller encore un peu plus loin, puisqu'il y a une notion de couleur. En général, les caractères qu'on a dans les polices, elles n'ont qu'une seule couleur. Mais en fait, rien ne nous interdit dans la spec, et il y a même la possibilité d'avoir plusieurs couleurs dans une police. Alors là, forcément, on voit qu'il n'y a que 2 couleurs. Bon, alors c'est pas mal, mais en fait, là c'est juste que Firefox ne supporte pas encore la fonctionnalité que je vais vous montrer. Et donc c'est le moment de la présentation qui me fait mal au cœur parce que je dois passer sur Safari. Mais du coup, voilà, Safari pour le moment est le seul à implémenter cette partie de l'aspect CSS à venir. Il me semble que Chrome l'a implémenté et va le déployer dans quelques jours. Mais donc c'est vraiment quelque chose que vous pourrez utiliser assez prochainement. Donc là, on peut voir qu'il y a différentes palettes de couleurs. Certaines sont incluses directement dans la fonte. Donc là, c'est vraiment le designer qui décide des couleurs. Mais si aucune de ces palettes ne vous plaît, on a clairement la possibilité d'avoir quelque chose de complètement custom, comme je l'ai fait à droite. Je vais vous montrer très rapidement. Hop. Donc là, si je print le contenu de la table Cépal pour Color Palette, on peut voir que j'ai des palettes de couleurs avec 5 entrées et que j'ai du coup 8 palettes différentes incluses dans cette fonte. On commence à 0 les index. Alors en CSS, comment on fait pour avoir justement tout ça qui fonctionne? Donc, comme d'habitude, on déclare une police avec le font face. Maintenant, on va pouvoir avoir un font palette values auquel on va attacher un identifiant qu'on définit. Et on va lui dire, pour la fonte Bradley initiale, je vais utiliser la palette numéro 3. Donc l'index 3 de la fonte. Si on veut surcharger les couleurs, on va faire la même chose. On définit la palette de base qu'on va utiliser. Et on va utiliser Override Colors. On va pouvoir surcharger une couleur, voire toutes les couleurs, si on en a envie. Et après, pour l'utilisation, on a l'attribut fond de palette, où on va passer du coup notre identifiant. Alors, jusque-là, je dois vous avouer, j'ai un petit peu joué avec vos cerveaux. J'ai changé la forme des caractères au fur et à mesure des slides. On est parti du coup des formes qui sont en bas pour arriver à une version avec du sérif. Et c'est la même fonte. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien en fait, il y a la notion de fonte variable qui existe depuis plusieurs années, qui n'est pas encore hyper répandue dans le monde du web. Et ça me permet du coup de faire varier ma fonte. Du coup, je peux charger un seul et unique fichier
et je peux vraiment faire varier le sérif. Donc le sérif, c'est les petites pattes sur les extrémités des caractères. Et cette fonte Arizona, elle est géniale parce qu'elle me permet du coup de contrôler le sérif, mais pas que. Je peux aussi contrôler la graisse. Donc là, du coup, je commence à avoir une infinité de combinaisons avec une seule police qui est chargée dans mon interface. Donc c'est plutôt cool, mais cette police, elle ne s'arrête pas là. Elle me permet aussi de faire varier l'italique. Donc là, du coup, on arrive sur une infinité de possibilités, et j'ai toujours chargé qu'une seule fonte. Alors, comment ça fonctionne? Ce qu'on appelle ça, au final, on appelle ça des polices variables, mais dans la spec, ça s'appelle font variation. Et ça se base du coup sur des axes de variation. Donc là, on avait vu le sérif, le weight et l'italique. Chaque élément est un axe de variation différent. Et là, si on prend du coup le point qui est à gauche de la flèche, on va dire que c'est le point, un point du coup d'un glyphe à sa position initiale. Et du coup, on va définir un axe avec une valeur maximale. Et on va définir du coup le déplacement du point pour cette valeur maximale. Donc on va faire ça, admettons le trait jaune pour le premier qui était le sérif. On va faire pareil avec un deuxième axe qui va être le weight. Et du coup après, si on active les deux au maximum, on va avoir une addition des déplacements. Et du coup, le fait de fonctionner comme ça, ça va nous permettre de pouvoir additionner autant d'axes de variation qu'on a envie. Et donc là, je vous parle de le déplacer au maximum, mais en fait, si le curseur, vous le mettez au milieu, bah, du coup, le déplacement, il va y avoir une sorte d'interpolation. Et du coup, ça va s'arrêter au milieu du déplacement. Et donc moi, quand je pense à un point de départ, un point d'arrivée et une interpolation, bah, au final, ça me fait penser aux animations After Effects, ça me fait penser à Flash, il y a encore très longtemps. Ça n'existe plus, mais on va dire que c'était ma jeunesse. Et donc si on applique ça à un glyphe entier, ça ressemblerait un peu à ça. Et donc voilà, donc quand on parle d'animation, en fait il y a des gens qui ont carrément fait des animations. Donc ça c'est un glyphe. C'est une fonte variable, c'est un caractère de fonte variable qu'on anime en CSS. Le mec est parti très loin, je ne m'amuserai pas à le reproduire. Pour tout vous avouer, j'ai essayé de faire moi-même une animation, je me suis un peu cassé les dents. Donc là je vous le montre pour voir un peu toutes les possibilités que ça peut offrir, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Si on veut du coup un use case d'animation un peu plus, on va dire, crédible dans votre quotidien, il faut savoir qu'il y a des librairies qui existent, enfin des polices qui existent, comme Anycon Scholar, qui offrent cette possibilité. Donc là, on peut voir qu'on peut avoir des petites animations grâce à des fontes. Aujourd'hui, les animations sur le web, c'est soit du CSS et c'est un peu lourd à mettre en place, soit c'est des animations After Effects et du coup on se coltine une librairie comme Lottie qui alourdit un peu le site, et pour des petites animations on n'a pas forcément envie, quoi. Donc ça c'est plutôt cool, et en plus cette fonte elle utilise la fonctionnalité de Color Palette, donc d'ici peu de temps on pourra en plus la customiser à notre branding. Bon bah du coup les polices variables, je vous cache pas que il faut essayer, c'est vraiment génial. On a un support qui est vraiment bon à l'heure actuelle, sauf si vous êtes encore sur IE. Bon, là, je peux rien pour vous. Mais du coup, c'est un peu plus lourd qu'une police normale, vous vous en doutez. Mais à partir de 2 ou 3 styles de police, en général, vous vous y retrouvez, quoi. Et en plus, cette fois-ci, vous aurez une infinité de variations, contrairement où avant, c'est soit du bold, soit du régular. Maintenant, vous pouvez avoir un entre-deux, voire plus.
Et en plus, comme on vient de le voir, du coup, des possibilités d'animation. Donc voilà, je vous encourage vraiment à regarder. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Et du coup, il nous reste un petit peu de temps pour des questions si vous voulez. Vous avez montré des effets d'animation au survol de la souris. Oui. Mais en fait, ça, est-ce que c'est indiqué dans la police de caractère ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être passé par le navigateur Ouais. explicitement défini dans la page? Effectivement. Est-ce que je dois répéter la question ou pas? Non, c'est bon. Ok. Donc, tu as complètement raison de le souligner. Du coup, en CSS, voilà. En fait, on utilise toujours la font variation settings. Et du coup, on va donner le nom de l'axe de variation. Et du coup, là, pour l'animation en question, du coup, tu donnes du coup, la valeur de l'axe, valeur de départ, valeur d'arrivée, et puis après, tu fais une animation CSS comme tu le ferais dans ton navigateur. Mais c'est pas inclus directement dans la fonte. Toi, après, c'est toi qui gères ça de ton côté dans le CSS. Oui, bonjour. C'était une question sur le support. Quel est le support sur les mobiles en Android et iOS? Tu parles dans les navigateurs des mobiles? Non, ou natif. En natif, normalement, il n'y a aucun souci. Je ne l'ai pas expérimenté personnellement, mais en tout cas, il y a les API pour jouer justement avec ces variation settings, aussi bien sur Android que sur iOS. J'ai regardé les deux. Ok, merci. Encore moi. Il y avait 2 slides vers le milieu de la présentation où vous parliez des versions alternatives, je crois. Ouais. Et il y avait c'est 2 fonctionnalités qui me semblent être similaires. Voilà, les variantes stylistiques et Ouais. ce qu'il y a après. Et les ensembles stylistiques. C'est vrai que ça se rapproche beaucoup. Ouais. La principale différence, c'est que des ensembles stylistiques, tu peux en avoir jusqu'à 20. Contrairement à la variante stylistique où juste tu l'actives ou tu la désactives. Donc, à mon sens, l'ensemble stylistique est plus puissant. D'accord. Mais ça, après, c'est pas toi qui choisis, malheureusement, c'est le designer quand il crée la fonte, quoi. J'ai l'impression que ça se... Ah non, j'allais dire que ça se superpose un peu avec les transitions aussi, mais en fait, non. Ça se ressemble, quand même. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai souvent vu plusieurs fichiers de fonte pour gérer du bold, de l'italique, etc. Est-ce que les ensembles stylistiques, variantes stylistiques ne répondent pas à ce problème, même sans la partie, la dernière partie que vous avez présentée? Effectivement, je ne m'étais pas fait la remarque, mais peut-être que l'italique pourrait être une variante stylistique. Après, tu pourras en avoir qu'une. Sauf si tu utilises effectivement les ensembles stylistiques. Ça pourrait être une réponse, mais du coup, tu vas avoir un fichier qui sera 3 fois plus gros, quoi, si tu gères en plus le bold et l'italique. Donc, quitte à alourdir ton fichier, autant faire une police variable, selon moi. Plus de questions? Encore merci du coup, et puis si vous avez d'autres questions en off ou si vous voulez discuter de Comet ou juste faire connaissance, n'hésitez pas. Merci.